L'alimentation, c'est l'acte de prendre des substances que la nature nous fournit pour obtenir à la fin ces nutriments, ces micronutriments qui vont nous permettre de vivre. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à la 15e édition du Café Santé. Café Santé qui va parler de la micronutrition. Donc on va faire le tour des micronutriments. On va voir tout ce qui est vitamines, tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est aussi acides gras essentiels et plein d'autres choses. On va parler de leur importance pour notre corps. Qu'est-ce que ça implique d'avoir une carence, comment on peut détecter une carence. Et on aura aussi une partie quiz qui va être répondue par Lida, qui est notre invitée du jour. Lida, bienvenue. Merci Kevin, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer, alors c'est bien si tu arrives à concentrer un peu les informations parce que tu as fait énormément de choses, comme tu m'as expliqué. Donc maintenant, un peu les points clés de ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu aimes autant la micronutrition? Alors, oui, on va faire l'histoire longue, un peu plus courte. Alors, moi, je suis de base nutritionniste et j'étudiais la nutrition version MCO. Mais avant, j'avais fait des études en Colombie, mon pays d'origine, en bactériologie ou microbactériologie. Donc, moi, j'étais toujours intéressée dans la science, toujours intéressée dans la santé. Et mon voyage en Suisse m'a permis de revenir sur ça parce que après avoir parti des études de bactériologie, j'ai commencé et j'ai fini mes études en administration d'entreprise. Et après, j'ai fait ma propre entreprise en Colombie et j'avais d'autres intérêts à cette époque. Et quand je suis arrivée en Suisse, c'était une belle opportunité de revenir sur la santé et que c'est ma passion. Et dans cet spectre de possibilités, j'avais choisi la nutrition comme le point de départ. Après, je ne me suis pas arrêtée de me former. J'étais formée en métabolisme, en lecture et interprétation de preuves biologiques. J'étais aussi formée en microbiote. Et ça, c'est un sujet qui me passionne énormément. Donc, je m'arrête jamais d'étudier ce type de choses. Mhm. Ah, donc tu as vraiment vu tous les aspects, hein, autant commercial que plutôt l'aspect scientifique, biologique derrière tous ces nutriments justement dont on va parler. Oui, oui, j'ai eu l'opportunité, c'était une chance. Oui, j'ai fait comme deux schémas de vie, mais à la fin, je suis revenue sur ma passion qui c'est la santé et aider les autres à retrouver le bon état, ou l'état idéal. Ouais, donc tu as aussi une partie cabinet, tu donnes aussi des cours, hein, si j'ai bien retenu. Tout à fait. J'ai commencé à travailler il y a une bonne dizaine d'années comme thérapeute au sein d'une association pour travailler avec les gens atteints d'autisme et des troubles métaboliques. Après, je me fait de mon côté toute seule pour travailler et pouvoir continuer à me former dans des aspects métaboliques et évolution, nutrition, nutriments, microbiote. Et j'ai me lancé comme thérapeute indépendante depuis il y a pas mal d'années. Après, j'ai commencé à faire des cours, à apprendre les autres un peu des nutritions. Donc, j'ai formé des gens, des professionnels de la santé dans les domaines de la nutrition, dans les domaines de la microbiote, de le microbiote intestinal et dans d'autres aspects au sujet autour de la santé. Ok, super. Donc maintenant, pourquoi on t'a fait venir? C'est pour parler justement de la micronutrition. Ce mot un peu barbare qui est proche de la nutrition, mais pas tant que ça. Donc maintenant, on va un peu faire en fait une définition. Donc tout commence par l'alimentation en premier. Ensuite, on a des nutriments dans l'alimentation et des micronutriments. Donc est-ce que tu peux déjà nous expliquer la base Oui. et en fait qu'est-ce que ça veut dire micronutrition déjà pour commencer? Alors, merci. Ça, c'est super important. Comprendre c'est ce qui est micronutrition nous fait revenir sur l'acte de l'alimentation. L'alimentation, c'est l'acte de prendre des substances que la nature nous fournit
pour obtenir à la fin ces nutriments et ces micronutriments qui vont nous permettre de vivre. Alors, l'alimentation, c'est un peu différent de la nutrition. C'est important d'écrire et de savoir quelles sont les différences, même si ça appartient aux mêmes catégories. Ce type de molécules nous permet de vivre. Mais c'est vrai que l'alimentation parle plutôt de macronutriments. Alimentation parle de prendre de ces briques énormes, de ces 3 groupes grands qu'on a et qu'on connaît, que c'est les glucides, la protéine ou les protéines et les graisses, les lipides. Donc, ces 3 groupes sont les macros. C'est, on va dire, les grandes unités sur lesquelles on se base pour pouvoir obtenir à la fin d'un processus merveilleux les nutriments et les micronutriments. Donc, pour parler des nutritions, il faut passer par les processus pour lesquels c'est possible d'obtenir ces petites molécules. Donc, on a un système digestif qui va nous permettre de passer ces grandes molécules, ces gros molécules en petits. Et la première partie de quoi on doit discuter et on doit savoir, c'est de la digestion. La digestion, c'est ces processus de découpage, justement, de ces macronutriments en molécules plus petites. Et ces molécules plus petites vont nous permettre de les rendre disponibles pour notre système digestif qui va faire l'autre partie importante, que c'est l'absorption. Pour pouvoir, après, capter ces micronutriments, ces petites molécules, et les dispatcher aux organes où on a besoin pour 3 choses fondamentales. On se nourrit, on prend les aliments, pourquoi? Alors, c'est une question qu'on doit toujours discuter avec les personnes qui sont intéressées dans la santé. On se nourrit ou on s'alimente, pourquoi? En premier, pour fonctionner, ça veut dire pour le métabolisme de base. On ne va pas utiliser des mots compliqués, on va les faire plus simples pour que tout le monde comprenne. Mais ces métabolismes de base impliquent les processus les plus courants, les plus fréquents, que c'est respiration, le fonctionnement quotidien. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est pour réparer. Tout le temps, on est en phase des agressions, des erreurs, des accidents qui ont besoin d'être réparés. Justement, on a besoin d'avoir une disponibilité de ce type de molécules pour pouvoir faire la réparation. Mais de l'autre côté, il y a une troisième chose, que c'est les réserves. Il faut absolument avoir disponible dans l'alimentation quotidienne, faire un stock de nutriments qui nous permettront d'avoir des réserves en cas de besoin. Ce besoin, ça peut être les jeunes, ça peut être un manque de disponibilité facile d'aliments, volontaire ou involontaire, mais c'est clair qu'il faut avoir ces 3 choses pour qu'on utilise ces molécules et ces substances complexes dans la vie quotidienne. Donc, si je résume, en fait, nous, on va manger, donc on va absorber, on va déjà faire rentrer dans le système digestif en fait des nutriments. Après, dans l'estomac, on a comme des ciseaux qui s'appellent des enzymes, qui, elles, vont couper justement ces nutriments pour en faire des plus petites parties qui, elles, seront absorbées dans l'intestin plus loin. Exactement. Jusqu'à là, c'est juste. Ouais. Exactement, c'est ça les processus. La digestion, c'est exactement utiliser les enzymes comme des petits ciseaux qui vont découper tous les macromolécules en micronutriments. Et après, il faut l'absorption, clairement. Donc, c'est ça. C'est juste ça, les processus. Après, qu'est-ce qui va se passer au milieu? Donc, pour parler des nutritions, vraiment, il faudra que tous ces processus se font bien, qu'on puisse découper, qu'on puisse assimiler, absorber les nutriments, que l'intestin, que l'estomac soient fonctionnels. Donc, pour avoir ces capitales et ces types d'absorption, il faut que beaucoup de conditions soient vraiment bien et soient faisables. Donc, c'est très complexe, en fait, se nourrir. Aujourd'hui, tout le monde parle de... Moi, je suis vigilante de ma nutrition, mais on est vigilant de l'alimentation. Mais la nutrition, c'est beaucoup plus complexe.
Et dans cet aspect, la micronutrition, c'est encore plus complexe parce que c'est le fait d'amener de ces micromolécules, ces micronutriments qui vont passer par les cellules de l'intestin au bon port. Mhm. Tout à fait, ouais. Et donc, ces micronutriments, il y en a plusieurs familles. Donc, on peut les décomposer. Il y a vitamines, minéraux, acides gras essentiels, Tout à fait. oligo-éléments, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on fait le tour de toutes les familles, peut-être? Typiquement, les vitamines, tu auras des liposolubles, des hydrosolubles. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ces familles-là et puis comment ça fonctionne? Alors, on passe des aliments pour les macros, ça veut dire des choses qu'on a déjà parlé. Les macros, c'est les lipides. Dès les lipides, on va obtenir quoi? Les acides gras, qui sont des micronutriments. OK? Des minéraux, on va obtenir, que ce n'est pas une macro, mais ça fait partie des aliments. On va obtenir les oligo-éléments et les minéraux, des molécules inorganiques qu'on a besoin. De protéines, on va obtenir les acides aminés, qui sont les petites briques, beaucoup de substances capitales pour la santé, pour l'élaboration de nos protéines aussi, pour la cicatrisation, pour les systèmes immunitaires, pour la fabrication de nos cellules. Donc, en récapitulant, on a les vitamines, on a les oligo-éléments, on a les minéraux, on a les acides gras. Mais dans cette catégorie, j'aimerais faire un peu l'accent, mettre l'accent dans le fait que les enzymes sont très importants. Et c'est ces micronutriments qui sont des catalyseurs, qui ne sont pas partie de la structure forcément, mais qui sont nécessaires et en abondance pour que la fabrication de tout et la réparation de tout ce qui se passe dans le corps soit possible. Donc les enzymes, c'est comme les ouvriers de notre corps. Et pour que les ouvriers puissent fonctionner, on a besoin de ce type de micromolécules, notamment tous ces cofacteurs et tous ces catalyseurs de toutes les réactions du corps. Ouais, ouais, parce que c'est pas si simple, hein. Il y a quand même plein de procédés chimiques qui se font dans le système digestif et après qui sont absorbés plus loin dans l'intestin. Exactement. Justement, bah, les enzymes ont tout leur rôle dans ces procédés chimiques. Tout à Et fait. typiquement, on parle des acides gras essentiels. Pourquoi on appelle ça essentiel et pas simplement acides gras? Alors, de chaque macromolécule, on obtient des micromolécules. Il y a des micromolécules qu'on peut fabriquer nous-mêmes et d'autres qu'on ne peut pas fabriquer. D'autres animaux peut-être oui, mais pas les humains. Donc on parle de quelque chose d'essentiel dans la physiologie. On parle des choses qu'on ne fabrique pas, donc on doit forcément obtenir de l'alimentation, des aliments et des substances complexes. C'est pour ça qu'on appelle des choses essentielles. Donc, dans les lipides, par exemple, on a besoin d'acides gras. C'est les unités les plus petites, les acides gras. Et on parle d'acides gras essentiels quand on parle de l'oméga 3 et des oméga 6. Parce que notre corps ne fabrique pas ces molécules, il faut les obtenir de l'alimentation. Et garantir que l'alimentation, à travers l'alimentation variée, on va obtenir ce type de micronutriments. Donc la variété, c'est très important. On déjà commence à voir vraiment l'importance d'une alimentation qui va toucher beaucoup des groupes d'aliments divers. Ouais, ouais, c'était pour ça que tu me disais on est omnivore, donc on doit avoir plusieurs sources en fait Tout à fait. de ces nutriments. Ouais. On est des omnivores, donc clairement, on a besoin de capter des différentes sources la plupart de ces types de micronutriments. C'est ce qui assure la possibilité d'avoir tout pour les trois choses que avait mentionnées avant. Donc, variété, qualité, quantité sont des aspects très importants dans l'alimentation pour nous fournir des micronutriments, surtout pour nous les omnivores. Après, c'est une décision consciente, c'est une décision plutôt rationnelle de se nourrir d'une façon différente. C'est absolument respectable. Mais c'est clair qu'il faut savoir il y a des limites, il y a des limitations dans chaque décision alimentaire différente de la physiologique.
Ouais, je prends l'exemple enfin, typiquement les véganes, vu qu'il y en a de plus en plus, quand même. Il y a beaucoup de ces nutriments qui sont d'origine animale. Dans ces cas-là, et c'est quand même important de remplacer certaines choses dans l'alimentation pour quand même avoir ces nutriments, avoir ces apports en nutriments, typiquement. Si j'arrête de manger de la viande, il y a plein de choses que j'aurais plus. Je dois remplacer quand même quelque part. Et c'est pour ça que c'est important d'être soit complémenté, soit suivi correctement. Bien dit, oui, exactement. C'est une décision. Le véganisme, le végétarianisme, c'est des décisions respectables que se font des fois pour une question morale auprès des animaux, etc., ou la nature, ou l'environnement. C'est valable, mais de façon physiologique, on va dire, il y a des besoins qui vraiment il faut colmer avec d'autres outils, comme des compléments alimentaires. On peut avoir des sources végétales, mais ne sont pas en quantité, comme on a dit, qualité, quantité, et fréquence, variété. Et on doit veiller que ça se fait. Donc, dans les végétarianismes et les véganismes, on peut forcément manquer de certaines choses comme la vitamine B12, comme, comme les fers, par exemple, et d'autres choses comme les zinc et comme d'autres micronutriments qui sont en plus grande quantité dans les produits animaux, parce que ce sont des aliments qui sont denses. Les aliments denses comme la viande contiennent la plupart des nutriments nécessaires, donc c'est plus facile, plus rapide pour le corps d'un omnivore obtenir tout des mêmes sources alimentaires que d'essayer de varier autant. Après, parce qu'il faut être d'accord avec nos bactéries, notre microbiote, le microbiote est essentiel aussi dans cet aspect. Et nourrir à base des végétaux implique nourrir quelques groupes fonctionnels des bactéries, mais pas tous. Mhm. Mhm. Ouais, donc le microbiote, c'est comme une empreinte digitale. On a personne a le même, plus ou moins. Et c'est quand même bien de se connaître pour savoir qu'est-ce qu'on peut manger, enfin, qu'est-ce qui est préférentiel pour nous et qu'est-ce qui va être peut-être sujet à des intolérances ou d'autres choses. Donc ça, c'est important aussi de faire des analyses biologiques, typiquement. Tout à fait, tout à fait. Dans tout ce qui est nutritionnel, on doit savoir quels sont les acteurs qui sont importants pour que la formule soit complète. Donc, ce n'est pas seulement une question de s'alimenter, de manger, c'est une question d'assimiler, c'est une question de nourrir à qui j'ai nourri avec cet aliment ou l'autre. Donc, il faut savoir comment c'est constitué ces fleurs. La flore intestinale est particulière à chaque personne, mais en plus, parce que si bien on hérite de la maman Mhm. certains groupes fonctionnels, avec la vie et les styles de vie, la façon de se nourrir, les traumatismes qu'on a eus, ça se modèle avec les années. Donc, et on ne peut pas savoir, parce que c'est même pas la même chose, la flore intestinale d'une petite bébé, la flore intestinale d'un adolescent et la flore intestinale d'un jeune adulte. Ça change énormément. Donc, comment on fait pour explorer et savoir? Il y a aujourd'hui, le côté clinique, c'est pas très, très parlant par rapport à les symptômes. Ça veut dire on ne peut pas dire quel groupe de bactéries fonctionnelles sont là avec certitude, seulement en regardant les symptômes d'une personne. Mais on peut s'aider avec les analyses biologiques. La bactériologie, on peut l'étudier par rapport à ces analyses biologiques avec une PCR. On peut faire des analyses différentes qui vont nous guider plus ou moins de la composition de cette flore. Donc, elle va nous aider à décider, à définir les cours thérapeutiques et nutritionnels. Ouais, ouais, donc vraiment une analyse biologique, je vais avoir mes seuils de vitamines, mes seuils de minéraux, je vais savoir où je me situe et si je dois remonter ou descendre certaines de ces molécules, c'est ça? Oui, exactement. On a, comme je t'ai dit avant, on a deux aspects. L'aspect clinique peut nous dire déjà des choses parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah, je ne peux pas me permettre de me faire les analyses ou je n'ai pas accès à ça.
Donc, d'un côté, on peut faire la partie clinique. Mais l'autre côté, ou la partie des symptômes que la personne nous raconte. Et l'autre façon, c'est les analyses biologiques. On peut doser dans les analyses biologiques tous les côtés ou les aspects nutritionnels qu'on a besoin pour vraiment faire un travail de précision. Aujourd'hui, on parle de médecine de précision ou de nutrition de précision dans ce domaine de la nutrition fonctionnelle et intégrative. Donc, ces analyses vont nous permettre de doser les niveaux circulants des vitamines, la disponibilité. Pas forcément dans tous les cas l'utilisation de ces micronutriments, mais c'est déjà une bonne piste. Et par rapport au microbiote, par rapport par exemple aux hormones, on peut utiliser certaines analyses qui vont nous guider, qui vont nous donner vraiment une information plus complète. Et ça, c'est magnifique. Mhm. Ouais, donc tu peux faire une analyse avant. Donc après, tu fais les réglages, on va dire, et tu refais une analyse après et tu peux valider qu'il y a vraiment eu une différence et que maintenant on est juste au niveau des seuils, en fait. Tout à fait. Mhm. Alors, il faut absolument être d'accord avec les médecins traitantes de la personne, les médecins généralistes, pour qu'on fasse un travail ensemble très complet. Mhm. Mais c'est vrai qu'avec l'information biologique, on aura beaucoup plus de précision. Donc, avant de commencer l'abordage nutritionnel, on peut faire des analyses pour compléter toute l'information et donner des programmes nutritionnels qui vont nous accompagner dans n'importe quel moment. Ça peut être un moment simplement de prévention. On peut accompagner les sportifs, on peut accompagner les gens qui sont en ces moments malades ou qui ont une pathologie. Donc, on peut utiliser toute cette information. Des fois, c'est même pas nécessaire de refaire les tests parce que quand on voit l'amélioration, quand on voit l'évolution de la personne, quand on voit revenir l'énergie, la couleur de la peau qui change et les symptômes qui disparaissent ou qui s'atténuent dans le temps, c'est juste suffisant. C'est clair que ça serait idéal de refaire les tests pour confirmer. Mhm. Oui, on peut faire les tests et la confirmation, des fois, c'est super bien. On voit l'amélioration nette et claire dans les analyses. Ouais, le meilleur indicateur, c'est quand même comment on se sent, nous, dans notre peau, en fait. Exactement. Et ça me fait un bon pivot parce que j'aimerais parler maintenant des effets positifs de cette micronutrition, justement. Donc, bah, typiquement sur le système immunitaire, comment on peut renforcer ou améliorer un système immunitaire qui serait peut-être un peu en déficit? OK. Là, ça nous amène à un autre sujet qui c'est très intéressant, c'est pourquoi on a besoin de ça? On a besoin de ça aujourd'hui énormément. Donc, établir les seuils comme point de départ, c'est bien parce qu'il faut combler les carences. Quand on est dans les carences alimentaires ou les carences nutritionnelles, les carences de nutriments, qui sont des choses un peu différentes, accès aux aliments, absorption des nutriments et après capacité d'assimilation des micronutriments, alors on est en face de quelque chose qui va aider. C'est-à-dire, l'acte naturel, c'est s'alimenter. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin de complémenter parce qu'il y a plusieurs facteurs qui ont diminué la qualité des aliments au niveau de contenu nutritionnel. On a des maladies euh, de plus en plus fréquentes qui est des maladies intestinales qui empêchent l'absorption et l'assimilation justement de ces micronutriments. Donc là, c'est très compliqué. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que sans ces unités basiques, le corps peut continuer à vivre un certain temps ou continuer à vivre tout simplement en contournant les problèmes. Mais ce n'est pas forcément idéal. Donc, il faut qu'on utilise des stratégies comme des complémentations, des supplémentations pour combler ces carences. Ce type de phénomène nous pousse à faire des choses différentes, donc chercher les solutions dans les micronutriments qui sont beaucoup plus biodisponibles au niveau de compléments alimentaires, par exemple, qu'on prend sous la forme galénique nécessaire ou désirée ou disponible.
Et on peut utiliser ces micronutriments plus rapidement, plus facilement, et ce qui nous va faire surmonter la pente, contourner les problèmes, résoudre des fois des situations qui sont bloquées. Donc, c'est absolument nécessaire. Le système immunitaire, par exemple, on a besoin des vitamines antioxydantes pour que le système immunitaire soit performant, Mhm. notamment la vitamine C, par exemple. C'est une des choses qu'aujourd'hui, on ne trouve pas dans la population. La plupart des personnes qui viennent me consulter, quand on fait, ou les personnes qui font les analyses, je constate qu'il y a une descente de la biodisponibilité au niveau sanguin et tissulaire de vitamine C. Et alors, c'est compliqué. C'est une vitamine qui est de moins en moins dans les aliments, de moins en moins dans les fruits, et c'est nécessaire pour que notre système fonctionne bien. Par exemple, dans les systèmes digestifs, on a besoin de beaucoup des cofacteurs et des briques qui vont nous aider à que nos enzymes fonctionnent comme il faut. Et on a besoin d'énergie pour digérer. Donc, on a besoin que tous ces micronutriments et que toutes ces unités soient disponibles pour qu'on puisse faire toutes les tâches quotidiennes correctement. Mhm. Dans, par exemple, le côté mental, tu m'as mentionné avant la situation de la dépression. On a besoin de, par exemple, la vitamine D, certaines d'autres briques, d'autres cofacteurs pour que la dépression ne s'installe pas, ou bien pour prévenir la dépression, autant pour la traiter que pour la prévenir. Ouais, on parlait justement enfin, tu me parlais un peu des carences. Bah, comment est-ce que on peut la détecter? On va prendre quelques vitamines, hein. Par exemple, si je prends la vitamine C, comment je peux savoir si je manque de vitamine C? Alors, la vitamine C, c'est très important. Aujourd'hui, c'est quasiment sûr qu'on est en carence, quasiment tout le monde, même si on se nourrit bien. La plupart des personnes pensent qu'en assurant 5 fruits et légumes par jour, on a la totale des vitamines C, mais non. Alors, c'est très important de faire des cures de vitamine C pendant la vie. Donc, comment on sait qu'on manque de vitamine C? Les vitamines C sont antioxydants, donc on a forcément une faiblesse au niveau du système immunitaire et on sera beaucoup plus malade, ou on aura des plaies qui ne soignent pas bien, ou on aura des problèmes au niveau tissulaire, au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, parce que la vitamine C, c'est la clé pour la construction des tissus de notre corps. Donc, c'est clé d'être vigilant de si je ne cicatrise pas rapidement, si j'ai si fatigué, si on remet à chaque changement de saison, là, il faudra on se fait un peu la pleine des vitamines C. Ouais, chercher peut-être un peu plus loin, hein. Puis il y a une autre vitamine où on est souvent en carence, c'est la vitamine D, parce que c'est la vitamine du soleil. On a des saisons, on a moins de soleil à certains moments. Tout à fait. Comment tu peux détecter ça? Alors aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est toute une discussion autour de la vitamine D. On peut détecter ça comme j'ai parlé de la vitamine C, par simplement pour les symptômes ou certains aspects physiques, mais on peut faire des tests sanguins pour détecter une carence qui est cachée. La vitamine D, c'est difficile parce que c'est tellement vaste les spectres d'action de cette vitamine. Elle est une hormone, classée comme une hormone aujourd'hui, donc on ne peut pas tout simplement associer à un seul symptôme. Mhm. Il faudra la doser et régulièrement pour voir. Manque de soleil, excès d'utilisation des substances comme des écrans solaires, etc., ça nous empêche vraiment de l'assimilation. Une alimentation qui est pas, qui est trop transformée nous empêche aussi d'obtenir ce type de vitamines liposolubles qui viennent dans la graisse des animaux ou dans certains aliments. Donc, la vitamine D est impliquée, par exemple, pour te répondre à ta question, dans la dépression. Donc, si la dépression s'installe, la vitamine D, il faut qu'on regarde. Si on a aussi des problèmes au niveau immunologique, et on voit effectivement qu'on est enrhumé, etc., on doit regarder aussi la vitamine D. Elle est par exemple, les squelettes. Dans les squelettes, il faut regarder qu'on ne soit pas en diminution de capital osseuse,
parce que la vitamine D peut nous créer des problèmes autour de ça, comme l'ostéopénie, l'ostéoporose, fractures fréquentes, etc. On doit être très vigilant que ces vitamines soient en bon niveau dans les paramètres. Mhm. Ouais, tu me disais avant qu'il y avait plusieurs facteurs qui faisaient qu'on pouvait se retrouver en carence, notamment l'agriculture intensive, l'appauvrissement des sols. Tout à fait. Là, Et c'est... ouais, c'est... comme on regardait, hein, on disait que on va mettre un petit schéma à l'écran pour vous montrer un peu les différences c'était en 1985, je crois. On disait qu'une orange de cette époque valait environ 20 oranges d'aujourd'hui, en Exactement. termes de vitamine A en tout cas. Oui, ça c'est très complexe, Kevin, c'est très complexe. C'est excellente question parce que aujourd'hui les gens se posent la question, mais si on mange bien, on n'aura pas besoin forcément de renforcer avec des compléments alimentaires, mais c'est pas vrai, totalement faux, parce qu'il y en a d'autres problèmes autour. C'est le sol, l'agriculture intensive, la sélection, l'hybridation, la transformation génétique. Ça fait que tous ces aliments sélectionnés sont sélectionnés, donc on a moins de variétés. On a des transformations au niveau génétique qui ne sont pas forcément accompagnées par nos enzymes. Notre corps n'est pas capable de lire toute cette information, donc c'est plus compliqué. Et ça diminue la richesse, la biodisponibilité, donc on n'est pas capable d'obtenir de la nourriture, tout ce qu'on a besoin. Donc, évidemment, l'appauvrissement de sol, mais pas seulement en question de minéraux et de vitamines. Il y a une flore de microbes. Il y a des microbes qui vont nourrir la terre et qui sont responsables, comme pour nous, de donner ce type de complémentation, de nutrition, de richesse au sol. Et c'est le sol qui va transmettre ça aux végétaux, à tous les aliments. Donc, si le sol n'est pas riche, n'est pas bien traité, s'il y a beaucoup de contamination, s'il y a beaucoup de pesticides et d'engrais qui vont empêcher que les bactéries soient équilibrées, ces bactériologies soient équilibrées, alors on n'aura pas jamais la quantité de nutriments nécessaires déjà. Donc la sélection non plus. Donc le gluten, c'est l'exemple. Pourquoi je conseille d'arrêter les gluten? Justement, à cause de cette transformation et de cette agriculture extensive, et on a perdu beaucoup de richesses, des variétés. On a transformé les graines du blé en quelque chose qui va donner beaucoup plus de pain avec moins de farine. Donc, forcément, on a augmenté la taille de molécules de gluten, ce que notre corps n'est pas capable de lire. Donc, c'est pas seulement on n'absorbe pas des nutriments, mais on inflamme nos tissus, nos systèmes digestifs. Donc, ça crée un problème supplémentaire parce que dans l'inflammation, il y a évidemment un taux d'absorption diminué Mhm. et d'assimilation des nutriments. Donc, c'est super important de comprendre que la contamination, l'utilisation de engrais chimiques, l'utilisation de pesticides vont couper, je ne sais pas exactement le chiffre, mais la quantité des nutriments disponibles. Ouais, donc la plante se nourrit du sol, nous on se nourrit de la plante. C'est un circuit où il faut vraiment aller voir à la racine. On dit toujours on est ce qu'on mange, Exactement, donc c'est important de savoir ce qu'on mange bien sûr. depuis le sol, hein, vraiment. Donc c'est pour ça, peut-être privilégier les circuits courts, aller chez l'agriculteur chercher les légumes, savoir à peu près où il cultive ses terres. Ça, c'est des bonnes choses, des bonnes pratiques quand même. Tout à fait, Mhm. exactement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des gens qui sont conscients de tous ces processus, qui sont conscients de l'importance de faire des circuits courts, de soutenir les petits agriculteurs qui vont préserver la richesse, la variété, les choses naturelles, que les fonds sans ajout de choses nécessaires et qui va permettre que l'aliment soit plus riche. Aussi, que la personne soit capable d'être un peu autosostenible, qui se lance dans la culture des balcons, comme j'ai dit à certaines des Mhm. personnes qui me consultent. Il faut qu'on soit capable d'être en contact avec ces processus, qu'on soit conscient que la terre, il faut qu'elle soit nourrie, qu'il faut qu'elle soit de notre côté pour pouvoir produire des aliments qui sont vraiment adaptés pour nous,
qui vont nous maintenir en bon état. Tout à fait, ouais. Et puis ça, c'est un seul paramètre, mais il y a aussi, enfin, on disait le manque de nutriments, il peut venir aussi de notre rythme de vie qui est plus soutenu. Donc, typiquement, si je prends le cas du stress chronique, il va peut-être sûrement épuiser nos réserves de magnésium plus rapidement. Et après, derrière, il faudra venir compléter avec l'alimentation. Et si elle n'est pas assez riche ou moins riche qu'avant, ça se peut qu'on n'arrive jamais à remonter assez haut et puis qu'à terme, on épuise en fait nos niveaux, c'est ça. Absolument. Mhm. C'est le style de vie d'aujourd'hui. C'est absolument catastrophique parce que si avant, on utilisait notre système de défense, les cortisols élevés et le stress pour nous défendre, courir quand on voit un lion qui va nous attaquer ou quand on est dans une situation de danger, aujourd'hui, ces situations de danger peuvent être les études, peut être les copains des bureaux, peut être les chefs qui est à tout moment là sur les gens pour qu'ils travaillent mieux. Donc, on a changé des pics de cortisol pour des cortisols qui sont toute la journée élevés parce que le stress est soutenu. Donc ça épuise nos glandes surrénales. Ça, le stress soutenu, c'est vraiment catastrophique et c'est déminéralisant. Donc on perd nos minéraux, on perd nos nutriments à force d'être stressé. On perd la capacité justement de neutraliser ce type de phénomène parce que comme c'est soutenu et c'est dans les temps, justement, on n'est pas capable de, à long terme, produire les substances nécessaires pour neutraliser la situation correctement. Et c'est catastrophique. Et ça touche les sphères de l'assimilation, évidemment. Ça peut créer la perméabilité intestinale, les liquigotes. Et en face d'une perméabilité intestinale, c'est très compliqué parce qu'en premier, si on a une perméabilité intestinale, forcément, la digestion n'est pas top. Donc, la digestion depuis la bouche commence à avoir des problèmes. Donc, s'il arrive l'aliment sans être découpé et qu'on a la perméabilité intestinale, là, on commence à avoir des processus encore plus complexes et on commence à attaquer les morceaux d'aliments, les morceaux de protéines incomplètement digérés comme des ennemis. Au lieu d'attaquer les bactéries, les champignons, les parasites et tous les ennemis réels, on commence à aller attaquer des morceaux d'aliments qui sont passés la barrière naturelle de notre corps. Et ça, c'est très compliqué. Ouais, donc notre corps, il va pas mener le bon combat et puis en fait, on va perdre de l'énergie à faire des choses inutiles qu'on n'aurait normalement pas besoin de faire. Tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. Donc, on commence à perdre l'énergie, on gaspille toutes les ressources parce qu'on ne va pas obtenir tous ces micronutriments nécessaires. Et en plus, on est en présence d'une inflammation chronique des bas grades ou plus importants qui va nous empêcher justement d'absorber et de prendre les molécules qui vont nous faire sortir de ces problèmes. Donc, on tourne en rond, quoi. Et maintenant, pour ces carences, il existe des compléments alimentaires. On peut en prendre certains qui sont utiles. Toi, ton avis là-dessus, c'est que on entend un peu de tout. On entend des fois que ça sert à rien, on entend des fois que c'est indispensable. Toi, c'est quoi ton avis sur tout ça? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de possibilités d'obtenir tous les nutriments. En plus, avec ces niveaux d'intoxication actuels, des plastiques, des métaux lourds, etc., on utilise toutes les réserves pour se débarrasser ou se maintenir en vie, maintenir les pH, c'est important. Donc, qu'est-ce qui est mon avis? Mon avis, c'est absolument nécessaire de combler les carences parce que c'est pire d'être carencé que de prendre une vitamine. Le problème, c'est qu'on ne doit pas les prendre sans le bon conseil. Et les gens sont toujours sur les automédications. C'est plus facile, on voit sur TikTok, on voit sur Internet, on voit et sans critères, on va prendre tout simplement. Et ça ne marche pas non plus. Il faut savoir quoi et comment et pourquoi, à quelle quantité, pour quelles raisons et quel est l'objectif de mon approche au niveau micronutritionnel. Il faut savoir ça. Donc, pour cette chose, je conseille toujours les gens d'aller voir un professionnel, de se laisser guider, se laisser apprendre la façon de se nourrir
et apprendre si moi, je me nourris de telle façon, est-ce que je suis bien nourrie? Est-ce que si je m'alimente de ça, je profite de tous les micronutriments existants dans l'aliment ou pas? Et là, ce qu'on se rend compte justement que c'est nécessaire de complémenter, donc je suis pour. Mhm. Ouais, bah, il faut aussi bien se rendre compte que ces micronutriments, enfin ces compléments alimentaires, c'est de la micronutrition. Donc c'est déjà des nutriments qui sont découpés. Et ces nutriments, ils sont extraits aussi de substances. Typiquement, si je prends un extrait de plante, on va prendre une plante, on va faire une extraction. Donc c'est aussi important de savoir où cette plante elle a poussé, dans quelles conditions. Et ça fera la qualité finale aussi des nutriments, en fait. Enfin, de ces micronutriments, disons. Oui, absolument. Moi, je pense qu'il faut être conscient de la traçabilité. Si on va prendre des compléments alimentaires, c'est comme dans tous les produits, il faut veiller, il faut voir, il faut être sûr que les produits me fournissent effectivement de la molécule nécessaire. Moi, je ne suis pas pour trop d'excipients dans ces produits. Il faut tracer, savoir s'ils sont de bonne origine, si ça préoccupe les producteurs pour que les produits soient vraiment clean, propres, qui soient dans la forme galénique correcte, que soit dans... Il y a beaucoup de conditions qu'on doit savoir. Mais pour les gens qui vont se lancer à prendre des compléments alimentaires, la complémentation, c'est pas comme des bonbons. C'est pas comme choisir quels saumons dans les marchés, quels sont les haricots que je préfère. Il faut absolument connaître bien les types, les molécules, la traçabilité pour que ce soit vraiment quelque chose d'efficace et pas un gaspillage. Moi, je vois des gens acheter des tonnes et des tonnes des compléments alimentaires, des nutraceutiques, des plantes, des huiles essentielles. Et juste parce qu'ils entendent que c'est bien pour la santé, mais ils ne connaissent même pas sa propre santé. Donc, il faudra commencer par là pour pouvoir profiter bien de tous ces micronutriments, de toutes les bonnes choses qu'on peut avoir déjà sous la forme absorbable dans les compléments alimentaires. Donc, il ne faut pas diaboliser les choses non plus. C'est surtout ne pas aller dans l'exagération, c'est rester dans le raisonnable et savoir que les thérapeutes ou les médecins ou les gens formés dans la micronutrition, qui soient bien formés dans la micronutrition, seront capables de juger les besoins et d'aider et combler tous ces carences. Mhm. Ouais, très bien. On parle aussi de biodisponibilité de certains éléments. Est-ce que on peut améliorer la biodisponibilité avec des gestes simples de ce qu'on mange au quotidien pour mieux absorber ces nutriments, déjà qu'il y en a moins, si on veut essayer au maximum d'en profiter, en fait, de les absorber? Oui, On peut faire des choses, des gestes simples, je sais pas, boire un verre d'eau tiède, par exemple, avant de manger ou après. Est-ce qu'il y a des petits gestes comme ça qu'on peut donner aux gens? tout à fait. C'est important de connaître les processus. Donc ça, c'est la digestion. Si je prends un aliment, j'aurai besoin de le digérer pour absorber et profiter. Donc, la digestion, c'est quoi? En premier, la mastication. Les gens pensent que c'est pas vraiment très important, mais je pense que c'est capital. Si je commence pour bien mâcher mes aliments, bien imbiber des salives, dans la salive, on a les premières protéines qui sont les enzymes, qui vont nous aider à digérer justement certains aliments, notamment les amidons. Mais on a un peu de lipase dans la salive et un peu de protéase aussi. Donc, on peut commencer tout simplement pour bien mâcher les aliments. Mais avant ça, s'installer, se préparer psychologiquement pour manger, prendre du temps. Parce que les enzymes digestives se produisent quand on est tranquille. Si on mange un sandwich à côté de l'ordinateur à toute vitesse, c'est clair qu'on n'aura pas les mêmes quantités d'enzymes qui nous permettront de digérer l'aliment bien. Donc après, ça sera comme un brick qui tombe dans l'estomac. Ou après, on sera ballonné, ou après, on aura beaucoup de gaz, ou on aura des choses comme ça. C'est un geste capital, clé pour qu'on puisse digérer. Deuxièmement, la prise de quelque chose un peu acide avant de manger, notamment le vinaigre de cidre de pomme, un peu des citrons, ou la salade bien assaisonnée avant, peut nous aider à acidifier l'estomac. L'acidification de l'estomac avant manger va nous aider à produire les enzymes correctes et à digérer tous les aliments qui contiennent des protéines. Et
les choses tièdes à la fin sont importantes pour stimuler les foies. Donc, si on boit un thé ou de l'eau chaude ou de l'eau tiède ou une tisane à la fin, on va stimuler les foies, on va augmenter la température de foie. On ne doit pas prendre des choses comme la glace ou de l'eau bien froide parce que ça va bloquer un peu les processus des descentes des aliments dans le duodénum. Donc, il faut éviter toujours les choses trop froides parce que ça peut bloquer. Mais les choses tièdes stimulent, vont donner un peu la température au foie. C'est qui va permettre que le foie largue bien ses enzymes et ses sucs pancréatiques et hépatiques, soient bien versés sur le duodénum. Et là, on a une amélioration. Il y a d'autres choses. Il faut stimuler toujours la bonne digestion. On peut marcher un moment. Juste après, quelques minutes après avoir fini le repas, on peut une marche lente ou on peut mobiliser bien, surtout pour les personnes qui souffrent de constipation. Il faudra marcher un petit peu. Ça, c'est des petites astuces qu'on peut mettre en place pour résoudre la situation. Ouais, on parlait dans l'épisode dédié au sommeil, que je mets d'ailleurs ici pour les gens que ça intéresse. Il y a un cycle circadien, donc c'est important de prendre le soleil au réveil, de couper un peu la lumière le soir, etc. Est-ce qu'il y a un cycle aussi pour l'alimentation où si tu manges à des horaires réguliers, tu as une production d'enzymes plus importante à ce moment-là qui fait que tu vas mieux digérer et mieux absorber? C'est aussi important. Excellente question, Kevin. C'est une chose que j'essaye d'éduquer pas seulement mes élèves, mais aussi les gens qui viennent me voir, parce que c'est important, les cycles circadiens. On a derrière l'œil une petite senseur des lumières qui va déclencher la production de beaucoup de substances qui sont utiles. Je ne rentre pas dans les noms parce qu'ils sont trop techniques, mais bon, si on se lève au lever du soleil, clairement, on a beaucoup plus d'enzymes digestives à ces moments qu'avant de se coucher. Donc, on peut opter pour la protéine et les graisses à ces moments-là parce qu'il y a beaucoup plus de production d'enzymes protéolytiques. L'estomac, il est prêt pour produire beaucoup plus l'acide. On a beaucoup d'interactions entre les hormones, les enzymes qui se font surtout au moment de soleil, au moment de la journée. Matin et midi, c'est idéal pour manger les choses plus protéinées, la graisse. Et malheureusement, les gens commencent avec les croissants, la confiture. Et là, c'est complètement différent. Et les soirs, on devrait manger un peu moins de protéines et beaucoup plus de légumes. Et c'est le moment de manger un petit peu, si on peut se permettre, des féculents de bonne qualité. Pas forcément les céréales, mais on peut manger des féculents parce qu'il y a beaucoup plus d'enzymes qui nous permettront de digérer ça. Et pour moi, il ne faut pas manger trop les soirs parce qu'aller se coucher avec l'estomac plein, c'est compliqué pour le foie. C'est le foie qui va souffrir parce que lui, il se détoxifie pendant la nuit. Si on donne beaucoup de travail à notre foie et notre estomac, vraiment, la qualité des sommeils se perturbe et on n'aura pas la même capacité ni d'absorption, etc. On aura une inflammation qui s'installe. Donc, ça va répercuter. C'est un effet domino sur notre métabolisme. Ouais, donc un moins bon sommeil, moins bonne réparation. Exactement. Et tout ce qui suit. Ouais. Tout est lié, en fait. Ouais, on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Hein, ça, on Moi, je le dit dirais, souvent. je ne sais pas s'il est deuxième, mais on a tellement de choses importantes dans l'intestin. Et les cerveaux qui pensent et qui décident ne fonctionnent pas autant de bien si notre intestin ne fonctionne pas. Donc, ils sont intimement liés, sont vraiment liés. Et tout commence là en bas, en fait. Ouais, donc c'est important aussi de se connaître à ce niveau-là. Oui. Donc au niveau de l'intestin, du microbiote. Exactement. Tout connaître son fonctionnement, la digestion, les transits. Les gens me disent, moi, je n'aime pas regarder mes produits, mes sels, mais c'est important. Et il faut savoir, il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'on met dans la bouche et qu'est-ce qui sort à la fin, parce que ça va nous donner beaucoup d'informations.
C'est rigolo parce que c'est une question que je pose toujours. Donc, c'est important de voir. Et un exercice intéressant, c'est de planifier les repas, de voir comment je me nourris, noter un peu comment me prépare pour ça. Si je suis capable de contrôler et de décider sur la nourriture ou simplement je me laisse par la journée, me laisse guider par la situation et voir qu'est-ce que ça donne. Qu'avec ça, on peut déjà avoir plein d'informations sur nous-mêmes et Ouais. utiliser cette information pour aller beaucoup mieux. Ouais, donc vraiment essayer de corréler ce qu'on mange avec ce qu'on sort, etc. Tout à fait. C'est important de garder cette observation un peu. Pareil avec l'énergie. C'est ce qu'on Mhm. avait discuté un peu avant. L'énergie, c'est une chose qu'on a besoin. Si on ne garde pas l'énergie, si on ne produit pas l'énergie, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on va manger comme si on va travailler ou faire du sport pendant 4 heures, ça va. On va à faire une ingestion des nutriments, une consommation d'énergie, des calories, accorde avec notre activité physique. Donc ça sert à un bon balance. Mhm. Et le bilan sera positif plutôt. Mais si on mange beaucoup, comme si on aura à faire les mêmes activités de 4 heures et on est resté toujours sur l'ordinateur ou en face de l'ordinateur et on dépense rien de calories, alors le bilan est négatif. On va accumuler des choses et on accumule des dégâts. Donc on ne dépense pas l'énergie, ça s'accumule et après on commence à avoir des problèmes de santé. Ouais, exactement. Exactement. On peut faire une overdose de micronutriments. Enfin, je dis overdose, c'est-à-dire d'en consommer trop, par exemple, une certaine vitamine, ça peut être dangereux, ou ça reste toujours, on va toujours pouvoir l'éliminer en fait. Ah, c'est une bonne question aussi parce que je vois beaucoup de professionnels qui ont peur des vitamines mais n'ont pas peur d'autres choses commerciales. Donc, on a peur d'un flacon de vitamine D, mais on n'a pas peur de la quantité de sucre qu'on consomme pendant la journée. Alors, ça, c'est paradoxal, mais bon. Moi, j'ai pas peur de ça parce que je sais comment gérer la situation. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, il faut se laisser conseiller plutôt des professionnels. Mais overdose, c'est compliqué parce que les vitamines liposolubles, peut se stagner un peu, peut se stocker dans notre matière grasse, dans nos cellules gras et dans notre foie. Si le foie n'est pas bien, alors ça peut être un peu risqué. Si le foie accumule des dégâts et n'arrive pas à se débarrasser des choses, on ne peut pas éliminer l'excès. Mais si tout fonctionne bien, on n'aura pas forcément besoin de s'inquiéter autant. Mais clairement, l'excès de vitamine D, qu'on a besoin de beaucoup, et ça dépend aussi de la personne, de son métabolisme, peut être un peu toxique. Autant que la vitamine A pour les femmes enceintes, aujourd'hui on sait qu'on ne doit pas consommer en excès. Mais qu'est-ce qu'est un excès? Quel est l'âge de la personne? Quel est son métabolisme? C'est vraiment particulier. Donc ça concernant aux vitamines lipo. Mais aux vitamines hydrosolubles, ça veut dire solubles dans l'eau, normalement, ça s'élimine, donc on ne risque rien. C'est beaucoup plus risqué pour moi, les carences, que certains excès. Aujourd'hui, on est loin de l'excès. Même si on prend beaucoup de vitamines et beaucoup de compléments alimentaires, il y a des gens qui disent «Ah, je ne suis pas d'accord, mais c'est un point de vue respectable, mais c'est quoi l'excès?» Là, par rapport à la fonction et au métabolisme, c'est quoi l'excès? Et décider sur ce type de choses, c'est clair que c'est intéressant et c'est important. Donc, je suis pour. Je suis pour et je n'ai pas peur de décider un peu plus sur une quantité plutôt pour accompagner un processus des maladies ou pour accompagner une récupération chirurgicale ou pour faire des choses de ces côtés. Il faudra aller beaucoup plus loin que la dose journalière recommandée. Mhm. Mais c'est un professionnel qui va nous... Voilà, exactement. Il faut toujours avoir contact Tout à avec fait. quelqu'un qui peut suivre et Jamais conseiller. s'automédiquer. Ouais. Même avec les compléments, Kevin. Parce que ça, on voit vraiment. C'est pas seulement les vitamines. Il y a une chose que je voudrais ajouter et je m'excuse parce que c'est les excipientes. Une chose, c'est la molécule des vitamines. Et une autre chose différente, c'est les excipientes. On peut avoir une intoxication par excès d'excipients. Oui. On peut, les dioxydes de titane, par exemple, d'autres molécules, si la personne est sensible,
hypersensible au titane, ça peut créer des problèmes supplémentaires. Donc, j'ai plus peur de ce type de choses qui vont vraiment en relation avec la qualité de ce qu'on prend que de la quantité. Mhm. Ouais, donc aussi faire attention aux compositions, voir ce qu'on Absolument. retrouve à l'intérieur des produits, Exactement. qu'est-ce qui est controversé ou moins conseillé, et le reste, ouais. Et un nécessaire. Des fois, Mhm. c'est absolument un nécessaire. C'est pour remplir les gélules qui utilisent plein de produits qui à long terme. Si on accumule tous les produits, tous les compléments et tous les médicaments, etc., on compte jamais ça. On n'est pas entraîné pour compter combien de stéarates de magnésium, combien de dioxyde de titane ou d'autres choses. Les talcs, par exemple, il y a des molécules qui sont vraiment nocifs pour notre métabolisme. Ouais, il y a aussi des choses sur lesquelles on commence à avoir assez de recul pour se rendre compte que c'était peut-être pas une bonne idée. Je pense à tous les plastiques, à toutes ces choses qu'on retrouve dans les cosmétiques, dans l'alimentation, dans les contenants aussi pour l'alimentation. Et c'est aussi des choses à prendre en compte. Et je pense qu'on va de plus en plus identifier peut-être des mauvaises pratiques qu'on a depuis quelques années, en fait. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair ce que tu viens de dire. Parce qu'il faut tenir compte de tous les contacts avec les toxiques. Pas seulement les toxines qu'on produit ou l'intoxication, l'endotoxine qui nous perturbe. Les toxiques sont très importants. On est en contact tout le temps avec des plastiques PCB, bisphénol. On néglige des fois ce contact parce qu'on ne va pas compter combien de bouteilles d'eau on a bu, combien de cosmétiques on a mis avec des substances qui peuvent être accumulables dans le métabolisme. Et ça s'accumule, ça crée des problèmes. Donc, on ne compte pas la charge quotidienne de contact avec ces types de substances. Et ça, c'est important. On est en contact avec, par exemple, même les compléments alimentaires. Si ça vient en blister, les blisters sont en contact avec justement des plastiques et de l'aluminium. On doit tenir compte de tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est pas facile de tout éloigner. C'est pas évident. Mais il faut au moins certains critères dans la vie et faire des décisions conscientes de quelles sont les choses que j'évite. Par exemple, l'eau en bouteille. Si la personne peut filtrer l'eau, peut dynamiser l'eau, ça ira très bien. Et ça nous éloigne un petit peu de tous les toxiques qui viennent dans l'eau, Ouais, dans l'eau en bouteille. ce sera dur de faire tout parfait, mais Oui, on peut faire des choses mieux, disons. Ouais. justement. Justement, les choses importantes, Kevin, c'est de pas s'isoler du monde, c'est plutôt se rendre plus fort pour pouvoir avancer. Et s'il faut s'éloigner de certaines pratiques, de certaines habitudes pour se maintenir en bonne santé et résister les taux de toxicité quotidienne, c'est idéal. Mhm. Ça, c'est idéal. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je te propose qu'on passe à notre quiz habituel, on va dire. Excellent. Est-ce que tu es prête pour répondre à il y aura 7 questions cette fois. Est-ce que je peux commencer? Allez. Allez. Donc la première. Quelle vitamine est nécessaire à la production de collagène, qui est une protéine essentielle pour la peau et les articulations? Facile. Je Ça a été t'écoute. facile. C'est facile, c'est la vitamine C. C'est juste. La vitamine C, c'est clé pour la construction des tissus. Ça veut dire pour que les collagènes se fixent, pour que les structures de la peau soient vraiment cohérentes, il nous faut la vitamine C. Pour les muqueuses, pour la peau, pour absolument tous les tissus, on a besoin de vitamine C. Très bien. C'est juste. Exactement. Ensuite, j'ai un vrai ou faux. Est-ce que la vitamine D, ça peut être responsable de la mauvaise humeur? Alors, indirectement, oui. Indirectement, oui, parce que la vitamine D, c'est nécessaire, c'est une hormone, c'est classé aujourd'hui comme une hormone. C'est nécessaire pour beaucoup de processus au niveau du cerveau aussi et de l'intestin. Donc, la carence de vitamine D peut entraîner certaines choses qui vont nous donner de la mauvaise humeur. Mhm. Exact. C'est Ouais, c'est juste ou pas? c'est juste. Ouais, on me dit que la vitamine D, c'est associé, à prendre avec des pincettes, hein, mais associé à un risque accru de dépression et de troubles de l'humeur, disons. Tout à fait. Voilà.
tout à fait. C'est un sans faute pour l'instant. Donc, on va passer à la troisième question. Quelles sont les vitamines essentielles à l'absorption du calcium et donc au bien-être du squelette, à la santé du squelette? Alors, ça, c'est facile aussi. Pour toi, c'est facile. Oui, pour moi, c'est facile. Oui, c'est la vitamine D en premier. Tout le monde connaît la vitamine D comme la vitamine plus importante pour maintenir les capitales osseuses. Mais pour moi, l'autre vitamine, c'est la vitamine K, notamment la K2, parce que c'est nécessaire juste pour que la vitamine D fonctionne. Ça veut dire que c'est une synergie entre ces deux vitamines qui va nous permettre de maintenir les os en bon état, justement. C'est très C'est juste. vrai? Ouais, ouais, c'est juste. Ok. Ouais, la vitamine K, on peut la voir comme une personne qui fait la circulation sur la route et qui va dire ah voilà, faut aller se fixer sur le squelette et pas ailleurs, typiquement Exact. pour le calcium. Ouais. Tout à fait. Très bien. Alors la question 4 maintenant, un vrai ou faux? Est-ce qu'une carence en fer, ça peut entraîner de la fatigue et des troubles de la concentration? Oui. Ça c'est pas non plus très difficile parce qu'aujourd'hui, la carence en fer, on va dire, c'est un peu négligé dans le sens, on va voir l'hémoglobine dans le sang et la ferritine dans le foie. Des fois, l'hémoglobine est bien, mais la ferritine, elle est trop bas. Donc, c'est très important de veiller sur les deux choses pour ça. Mais oui, sans fer, on n'a pas d'oxygène, on n'a pas d'oxygénation tissulaire. Donc, on n'a pas non plus la possibilité de transformer dans nos cellules certaines substances en énergie. Donc, c'est hyper important. L'échange au niveau des poumons d'oxygène se voit diminuer parce qu'on n'a pas assez de fer. Le fer est très nécessaire. Un peu en excès, c'est un peu toxique. Donc, on doit faire attention. Personnellement, je ne recommande pas le fer directement. Je recommande des aliments riches en fer et on va augmenter sa disponibilité d'une autre façon. Mais c'est nécessaire, absolument nécessaire. Oui, ça entraîne la fatigue. Et est-ce que je fais un petit parallèle, mais est-ce que les femmes ont plus facilement des carences en fer à cause des menstruations ou ça n'a rien à voir? Non, oui, oui, ça veut dire oui. On a beaucoup plus de fréquences dans la carence en fer dans les femmes à cause de règles, Mhm. justement, ces périodes qui peuvent être altérées. Aujourd'hui, on a beaucoup d'altérations hormonales, donc il y a des cycles qui peuvent être courts ou longs, mais des saignements qui sont fréquents. Mais c'est clair que dans les hommes aussi, on a trouvé des saignements, par exemple, dans les selles, des hommes qui, quand on fait l'exploration des flores intestinales, du microbiote, on trouve des sons dans les selles indétectables à l'œil. Donc, quand on voit la source des problèmes, c'est pour ça qu'on a une anémie ou une ferritine trop basse. Ouais, d'accord. Donc s'il y a une fatigue très élevée, ça peut venir de Ça là. peut venir. Mais il y a des signes aussi dans la peau qu'on peut voir. Il y a des petites pistes sur une carence en fer physiquement. La teinte de la peau, la teinte pâle, Mhm. et un peu les yeux qui sont trop blanches ou les gencives. On peut avoir des signes qui nous donnent des pistes. Ouais, ouais. Et puis si on associe tous ces signes, on peut arriver à la conclusion qu'il y a sûrement une carence en fer. Exactement. Et la fatigue, si on s'endort, si on n'a pas beaucoup d'énergie, si on n'a pas... Ça peut être des causes multiples, mais normalement, on doit regarder en premier. Le plus simple que c'est l'anémie ou une carence en fer. Très bien. Alors on peut passer maintenant à la question 5. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'on trouve la vitamine B12 dans les légumes verts? Non, on ne trouve pas la vitamine B12 facilement dans les légumes. Ça veut dire, c'est une vitamine qu'on va trouver surtout dans les produits animaux, dans la chair animale, c'est animal plutôt. C'est pour ça que les végétariennes et les véganes souffrent énormément d'une diminution de l'absorption ou de la disponibilité des vitamines B12. Donc il faut à ces moments-là se supplémenter. Mhm. Donc c'est juste. C'était juste. C'était juste. Et maintenant, j'ai une question un peu plus drôle. Est-ce que si je mange 1 kilo de carottes, enfin ma peau peut devenir orange? Alors, c'est rigolo.
Oui, on peut avoir un teinte un peu orange. Ça se voit avec les gens qui prennent justement les carottes pour l'été, pour bronzer mieux. Oui, si on prend beaucoup, les bêta-carotènes, qui c'est des provitamines, peut nous faire changer la teinte de la peau. Et c'est nécessaire de manger beaucoup ou bien des bêta-carotènes en complément. Des fois, les gens s'élancent à prendre des bêta-carotènes de son côté. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment des carottes qui marchent. On voit des gens très orange et les bronzages, c'est pas cannelle, c'est plutôt orange. Oui, c'est possible. Ouais, on fait référence à un président américain dont on parlait tout à l'heure, pour pas le citer. Ensuite, pour la question 7, qui est un vrai ou faux, on va revenir sur le sujet des carottes, mais manger beaucoup de carottes, ça permettrait de voir dans le noir. Est-ce que c'est possible? Alors, les carottes ne sont pas forcément les substances qui vont nous améliorer la vue. Parce que dans les carottes, il y a les bêta-carotènes qui sont les provitamines A. Mais la vitamine A s'appelle rétinol, c'est pas les bêta-carotènes. Si on mange beaucoup de carottes, on va avoir mieux la nuit, ça dépend. Si je transforme bien ces bêta-carotènes en rétinol, peut-être. Mais sinon, je peux simplement me tenter d'orange et continuer à être myope ou avoir une mauvaise adaptation à la lumière dans l'obscurité. Plutôt, il y a une combinaison des nutriments, des micronutriments qui sont intéressants. Les myrtilles contiennent beaucoup de substances de polyphénol et des choses qui vont nous aider. Et les rétinols, plutôt comme rétinol, qui est provitamine, mais ça ne veut pas dire que les carottes ne sont pas utiles, mais ne sont pas forcément la solution. Ouais, donc c'est pas forcément possible de voir dans le noir, ni de devenir président de l'Amérique en mangeant des carottes. Non, peut-être pas. Ok, très bien. Bon, c'était un sans faute, hein. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci. Et bravo. Donc maintenant, moi, j'aimerais qu'on puisse clôturer cet épisode, peut-être en faisant un résumé des points importants. Alors, si tu me permets, Ouais. je peux commencer pour dire qu'alimentation, c'est pas la même chose que nutrition. Ça veut dire, passer de l'aliment au nutriment, ça implique un processus et obtenir tout le nécessaire dans notre corps, c'est un processus. C'est pas tout simplement de remplir les ventres. Donc, si on tient en compte ça, on va être plus conscient que la transformation et l'obtention de ces micronutriments dépend d'un processus qui dépend lui-même de nos habitudes. Donc, si nos habitudes sont pas bien, évidemment, le processus d'absorption des transformations, c'est pas bien. Si les aliments sont ultra transformés, s'ils sont des aliments vides en nutriments, ben, on n'aura pas les briques, on n'aura pas non plus les micronutriments, les micromolécules nécessaires. Donc, l'idée, c'est d'obtenir tout ça dès l'alimentation, mais aujourd'hui, c'est nécessaire de discuter un peu sur la complémentation, la supplémentation, justement parce que ces processus ne se font pas comme il faut. Et en plus, les aliments sont de plus en plus détériorés au niveau du contenu nutritionnel ou diminués, et l'inflammation s'installe dans nos intestins. C'est ça? C'est un bon résumé? C'est un bon résumé, ouais. Ok. Donc on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller mieux. Des fois, on a l'impression qu'on va bien, mais c'est pas toujours le cas. Il y a quand même des petites choses qui sont pas normales, comme être tout le temps ballonné, c'est pas normal. Avoir des constipations ou autre, c'est pas forcément normal, et c'est des choses qu'on peut assez facilement, entre guillemets, régler, comme la fatigue, comme toutes ces choses. Oui, Mais oui. c'est important de se connaître et de faire des analyses peut-être biologiques et d'être suivi. Ouais. Justement, ce que tu dis, c'est important. C'est pour ça qu'un professionnel qui accompagne ce processus d'amélioration, c'est absolument nécessaire. Pour se connaître, il faut que quelqu'un interprète un peu les points de vue santé, les points de vue, par exemple, des nutritions et d'alimentation. Et parce que nous-mêmes, nous seuls, nous ne sommes pas capables vraiment de regarder. Donc, si on va chez quelqu'un qui va nous aider à détecter les erreurs, détecter les problèmes et faire les corrections nécessaires,
probablement développer un programme à long terme pour avoir un système alimentaire plutôt qu'un régime. Je ne suis pas pour le régime. Les régimes sont des choses ponctuelles à faire pendant l'accompagnement. Mais clairement, ce qu'on doit, c'est développer un système alimentaire adapté à le besoin particulier. C'est une chose que j'appellerais, comme aujourd'hui, certaines en Espagne, à l'école de santé intégrative en Espagne, ils parlent des médecines de précision. Je parlais plutôt en adaptant à mon métier, des nutritions de précision. Il faut être précis, il faut être clair et dans la particularité, être plus efficace. Ok, donc au lieu d'acheter plein de nouveaux habits, on arrête d'acheter pendant un mois, on fait une analyse, comme ça on se connaît bien, et puis après on peut améliorer toutes ces choses. Tout à fait. Très bien, alors je pense qu'on va clôturer sur ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose. Moi, je voudrais simplement remarquer l'importance de se connaître, de consulter, de ne pas se faire tout seul dans cette démarche de la nutrition, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de connaissances, il nous manque un peu de formation. Il y a beaucoup de cours aujourd'hui dans les marchés qui parlent de la nutrition du point de vue de l'alimentation. Et moi, je souligne que c'est très important, la micronutrition et la nutrition de précision pour que ce soit vraiment efficace, qu'il ne soit pas un gaspillage, qu'il soit vraiment quelque chose adapté à moi, mes besoins, mes caractéristiques. Donc, c'est important. Pour les professionnels aussi, je pense que c'est nécessaire de chercher des formations qui soient vraiment aujourd'hui évoluées sur les faits de se nourrir et de la micronutrition, la complémentation. Aujourd'hui, on voit vraiment pas des programmes qui pointent vers là pour développer et pour avancer dans le métier. Très C'est bien. ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion qui était très intéressante. Merci à toi. Puis je m'adresse maintenant aux auditeurs. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si vous avez envie de vous former sur ce sujet. Laissez-nous en commentaire aussi, c'est important pour nous, ça nous fait plaisir. Et ça nous aide aussi vis-à-vis de l'algorithme de YouTube pour mettre en avant ce podcast. Alors, merci, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Lida. Et puis, on se revoit dès que possible. Merci beaucoup, Kevin, et au plaisir. Et c'était un plaisir d'être invité, d'être dans ce moment spécial, on va dire. Merci Magnifique. beaucoup. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.